Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur Vite Mont Blanc. Nous sommes le lundi 18 mars 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons des stations de ski et des investissements, plus précisément des stations de ski de notre territoire, avec Laurent Reynaud, le délégué général de Domaine Skiable de France. L'occasion aussi de faire un petit bilan alors que nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison hivernale. De la musique ensuite avec Marie Prédour de l'association Lueur et comme chaque lundi du sport avec ce soir du netball au menu. Mais avant toutes ces réjouissances, vous avez l'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Pour les titres du journal de ce soir, on va parler notamment de la pierre amante qui s'est achevée ce week-end. Oui, tu as suivi cette dernière étape. Seb, tu étais sur place à Arèche-Beaufort pour la mythique course de ski d'alpinisme. On verra ton reportage. Puis une première mondiale du côté d'Annecy avec une moto volante. Exactement, une moto qui roule et qui vole, c'est possible. Ce sont les ateliers Lazarette qui ont réussi leur pari, faire voler ce prototype. Ça reste un prototype, mais les images sont déjà très impressionnantes. On verra le reportage de Jean-Paul Crespi. On enchaîne avec notre revue de presse quotidienne. On commence avec une histoire de musique et de fromage. Oui, à première vue, j'ai du mal à faire le lien, mais tu vas tout nous expliquer. Il y a un vrai lien, c'est une info France Info assez insolite. Le fromage serait donc sensible à la musique. C'est une étude très sérieuse qui a été menée par la Haute École des Arts de Berne en association avec un fromager du canton de Berne. L'expérience a donc montré que l'emmental est sensible au hip-hop. Donc dans l'article, on lit que le fromage a été affiné pendant 6 mois et demi. Alors au son de différentes musiques, du rock, du Mozart, du rap. Et les conclusions de l'expérience montrent que le fromage a un goût différent. Donc 2 enquêtes ont été menées, l'une avec des scientifiques, l'autre avec des critiques culinaires. Ils arrivent tous à la même conclusion. Et le hip-hop, ce serait le top pour affiner le fromage. Un chef a même expliqué que ce fromage affiné au son du hip-hop a des notes plus douces, plus florales que les autres. Ça pourrait donner des idées à nos fromagers ici en Pays de Savoie. Avec peut-être de la musique traditionnelle savoyarde. On le sait, hein, vous le savez, vous qui nous regardez, le carnaval vénitien a lieu ce week-end à Annecy. On en parlera, on verra des images dans le journal tout à l'heure, mais je voulais partager ce post Facebook de notre ex-collègue Emmanuel Berger qui a sillonné les rues de la ville et il est tombé sur des masques un petit peu particuliers, les masques gilets jaunes. Donc ça fait écho un petit peu à cette actualité triste du week-end, mais là c'était version carnaval pour rendre aussi hommage à ce mouvement. Donc ils étaient parmi les centaines de masques à défiler dans la ville d'Annecy. Seb, on reparle avec toi de la ferme pour tous. Oui, des nouvelles, un petit clin d'œil pour ce projet, celui de la ferme. On va enchaîner en... Ouais. C'est pas la bonne photo. Mais... Merci Camille en régie d'avoir été réactive. Projet de la ferme pour tous. On rappelle, c'est une association qui prévoyait de racheter une ferme du côté de Mancy, dans le pays du Mont Blanc, pour y développer une activité agricole participative, en louant notamment des parcelles à des maraîchers. On en a déjà parlé sur notre antenne, sur Accès Direct, on a même eu un reportage dans le JT. Eh bien, l'argent nécessaire a été récolté en totalité et la transaction va donc bientôt pouvoir avoir lieu. C'est les membres de l'association qui l'ont annoncé, donc on est vraiment très content pour eux. Si tout se passe bien, l'association signera la vente devant notaire début mai. Il y a une grosse fête qui est prévue vers le 19 mai, donc on continuera à vous tenir au courant. C'est une super nouvelle et on suivra effectivement la suite. On parle maintenant de jeunes qui voudraient atteindre le toit de l'Europe. Oui, des jeunes lycéens du côté d'Albertville. Sonia Aibou et Sami Mahachi, qui sont élèves donc au lycée Jean Moulin, et ce soir qui vont prendre la parole lors du conseil municipal d'Albertville pour présenter un projet qui s'appelle Plus haut que le Mont Blanc. Ils sont 6 élèves âgés de 14 à 16 ans déterminés à gravir le Mont Blanc. À l'origine de ce projet un petit peu fou, ce jeune homme au milieu de l'image, Sami Mahachi, qui avait lancé en 2017 et si on faisait le Mont Blanc, après avoir vu le film Yala au bout de la Vanoise, lors du festival, un film qui avait été projeté lors du festival Le Grand Bivouac. Donc les jeunes se préparent donc pour cette aventure sportive et humaine, avec des séances d'entraînement, ça rigole pas, escalade, raquettes. Une cagnotte sur Internet a été lancée pour continuer à les aider. Si tout va bien, l'ascension du Mont Blanc est prévue pour les 1, 2 et 3 juillet 2019. Les lycéens seront notamment accompagnés d'un staff de coach. Donc c'est quelque chose de très sérieux, on espère qu'ils arriveront au bout de leur rêve. On leur souhaite bon courage. Merci beaucoup Victoria. À tout à l'heure. Allez, première rubrique dans cette émission, la rubrique dans l'actu. Et j'accueille ce soir monsieur Laurent Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le
délégué général de Domaine Skiable de France. Avant toute chose, très rapidement, un rappel, Domaine Skiable de France, qu'est-ce que c'est? Ça rassemble les entreprises de remontée mécanique et de domaine skiable. Il y en a un peu plus de 200 en France et en Savoie et en Haute-Savoie, évidemment, on a une grosse partie de l'activité nationale, plus de la moitié de l'activité nationale se tient en Savoie et en Haute-Savoie. Alors nous sommes à mi-mars, encore un gros mois de saison dans certaines stations. Quel bilan peut-on déjà tirer de cet hiver 2018-2019? Alors, on a fait 4 semaines de vacances françaises, là, en mois de février, quelque chose de sensationnel. Il y avait de la neige, il y avait surtout beaucoup de soleil. Je crois que tout le monde s'en est bien rendu compte. Et on mesure pas facilement l'importance que ça peut avoir, cette activité sur le territoire, le ski. Hein, je viens vous parler de ski, moi. Mais j'ai calculé que sur ces 4 semaines de vacances françaises, on avait vendu 19 millions de journées de ski en 4 semaines. Et ça fait en fait à peu près 10 journées de ski vendues toutes les secondes. Ah oui, Pendant 4 semaines. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a des clientèles françaises et des clientèles étrangères qui sont venues pendant ces 4 semaines. Et tout ça génère plus de 100 000 emplois, dont une grosse partie dans les Savoies. Et bien sûr, des retombées économiques majeures pour l'ensemble du territoire. Donc ça fait partie de notre identité, le ski, mais c'est aussi quelque chose qu'on exporte d'une certaine façon, puisqu'on voit des gens venir de loin, de Paris, mais aussi de Londres. Et on pense que le Brexit n'y changera pas grand-chose. Mais de Belgique, des Pays-Bas, et puis même de beaucoup plus loin maintenant, pour skier dans nos très belles stations françaises. D'un point de vue plus global, est-ce que vous diriez que la montagne française se porte bien ? Alors, le ski l'hiver se porte plutôt bien, il résiste bien à la crise, je ne sais pas si on peut parler de crise, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on n'observe pas de recul de la participation des gens sur les pistes de ski, les clientèles françaises, clientèle étrangère. Donc ça, c'est quelque chose de solide. Après, il y a des menaces aussi qui pèsent sur nous, et on est là pour en parler. Si on fait des investissements sur nos domaines skiables et dans nos stations, c'est aussi pour apporter des réponses à ces différentes menaces, qu'il s'agisse des attentes de la clientèle qui évoluent très très vite, ou qu'il s'agisse du changement climatique ou de ce qu'il faut faire aussi l'été dans nos stations. Alors l'année 2018 a été marquée par de très nombreux investissements de la part des domaines skiables. Au total, ce sont près de 400 millions d'euros qui ont été investis par les exploitants français. C'est un record depuis 2005. Jamais ce chiffre n'avait été aussi haut. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Alors, il s'explique de 2 façons différentes. D'abord, il y a un certain nombre de cycles en station. Il faut bien avoir en tête que les stations, elles fonctionnent sur des pas de temps qui sont de l'ordre de 30 ans, notamment au travers des concessions qui sont attribuées à des opérateurs privés, par exemple la Compagnie des Alpes ou la Compagnie du Mont Blanc ou d'autres opérateurs. Ils peuvent être des sociétés d'économie mixte. Et tout ça se tient sur des cycles de 30 ans. Et aujourd'hui, on est face à un début de cycle dans beaucoup de stations, notamment des grandes stations, en Savoie et en Haute-Savoie. Et là, il y a eu cet effet-là. Et puis, l'autre effet, c'est des mesures d'accompagnement qui ont eu lieu. La région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les conseils départementaux ont beaucoup accompagné, en particulier l'équipement en neige de culture. Et il y a eu des dispositifs fiscaux comme le suramortissement Macron. Tout ça contribue à une dynamique positive. Et si on investit autant, puisque 400 millions d'euros, c'est 30% du chiffre d'affaires qui est réinvesti l'année dernière sur les domaines skiables, si on réinvestit autant, c'est parce qu'on croit à notre produit et parce qu'on veut continuer de le faire évoluer pour qu'il reste moderne et conforme aux attentes de la clientèle. Alors ici, chez nous, en Savoie-Mont-Blanc, dans quel type d'équipement ont investi principalement les stations ? Alors c'est d'abord de la remontée mécanique, évidemment. Il faut savoir qu'un télésiège débrayable 6 places, qui est un peu le standard aujourd'hui, ça coûte entre 6 et 7 millions d'euros, d'accord ? Donc on parle de montants assez importants. Ensuite viennent des équipements plutôt pour la piste, donc pour les loisirs, soit des travaux de piste, la neige de culture, des engins de namage, ou des engins ludiques, des luges 4 saisons ou des tyroliennes, ce genre de choses. Et donc, au total, on a, sur l'ensemble des domaines skiables, l'été dernier, observé des investissements à hauteur de 400 millions d'euros, dont plus de la moitié pour les seuls Savoies, ce qui est quelque chose de tout à fait colossal. Vous voyez qu'on croit vraiment à l'avenir. Ils étaient devenus indispensables, ces investissements ? Oui, alors, je l'ai dit, les attentes de la clientèle évoluent énormément. Les gens veulent aujourd'hui des appareils rapides, des appareils silencieux, des appareils bien intégrés dans le paysage. Ils attendent aussi des services, de la connectivité sur les domaines skiables, des applications, le Wi-Fi, du confort. Et tout ça, bien sûr, ça nécessite en permanence de retravailler sur nos domaines skiables. Vous l'avez dit tout à l'heure, la région Auvergne-Rhône-Alpes a joué un rôle prépondérant, notamment avec le plan neige, la neige de culture. Oui. C'est important de se sentir entouré, notamment
notamment par les Bien sûr. collectivités? Je crois que toutes les collectivités, qu'il s'agisse des mairies, des départements ou de la région, ont bien conscience de l'importance que ça a en termes d'emploi, mais aussi en termes de retombées économiques, pour en particulier les deux départements de Savoie. Et c'est à ce titre-là qu'il y a un soutien, en particulier lorsque les investissements réalisés contribuent à élargir la saison, à pouvoir démarrer tôt au mois de décembre, voire fin novembre, et à pouvoir continuer jusqu'au bout de la saison. Et la neige de culture fait partie des équipements qui vont nous permettre, quelles que soient un peu les conditions météorologiques, de proposer aux clients du plaisir et donc de proposer aux salariés du travail. Alors, cette période, elle coïncide aussi avec, on l'a dit tout à l'heure, avec le renouvellement des concessions, mais aussi avec le lancement de nouvelles délégations de services publics. Oui, alors ça c'est quelque chose d'important. Le cadre juridique, c'est pas très amusant, mais le cadre juridique est un cadre extrêmement sévère en France, très particulier aussi. Et si on veut se mettre au niveau de la compétition, c'est une compétition internationale. On se bagarre contre l'Italie, contre l'Autriche, contre la Suisse, qui sont nos concurrents directs. Eh bien, il faut être au niveau à la fois en termes d'équipement des domaines skiables, ça on s'en occupe, mais également en termes de contraintes administratives. Et là-dessus, il faut effectivement que tout le monde fasse un effort, y compris l'État, lorsque c'est l'État qui est à l'origine de certaines réglementations qui sont souvent plus sévères en France que dans les autres pays. Est-ce que cette période d'investissement sera forcément suivie d'un temps plus calme, là, lors de l'année 2019, l'année 2020 ? Alors, nous, on aime investir parce qu'on sait que c'est nécessaire. Si on cesse d'investir, quelques années plus tard, il y a une perte d'attractivité qui s'ensuit, on le sait. Par contre, on n'investit pas n'importe comment. Et donc, les investissements aujourd'hui sont pensés en termes d'études d'impact, et je pense en particulier à la neige de culture, puisque, vous le savez, c'est extrêmement sévère. La loi sur l'eau en France, on ne peut pas prélever d'eau qui n'ait fait l'objet en amont d'une évaluation d'impact, d'incidence, et d'une autorisation départementale de la part des services administratifs qui, au regard de l'impact que ça peut avoir sur l'écosystème, décide si oui ou non on peut prélever de l'eau pour faire de la neige de culture. Alors, cette eau, elle revient au milieu naturel, évidemment à la fonte de la neige, et il n'y a pas du tout de pollution puisque tout ça est simplement de l'eau pulvérisée par température froide, mais malgré tout, il faut faire attention quand on intervient dans un écosystème qui est fragile, et c'est bien sûr ce que nous faisons, et c'est évidemment ce que le cadre des études d'impact nous impose de faire. Donc tout ça est fait et bien fait, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça produit des retombées économiques qui sont importantes. Merci beaucoup Laurent Reynaud pour ce point complet. À bientôt. À bientôt. Allez, on va prendre la direction de Montpellier à présent où je suis en ligne avec quelqu'un que vous connaissez, Clémence Waldet. Salut Clémence. Salut Seb. Alors, tu es actuellement à l'école, mais on a quand même tenu à discuter avec toi, puisque cette semaine, tu vas nous proposer une série sur les maires ruraux. Pourquoi ce choix ? Mais alors, on le sait en fait de plus en plus, il y a de plus en plus d'études aussi qui sortent. C'est que les maires ruraux, il y en a de plus en plus qui ne vont pas forcément se représenter en 2020 et ça va toucher notamment des petites communes, des communes rurales. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée aux maires ruraux à travers une petite série. Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de la réalisation de cette série justement ? Peut-être trouver des intervenants ? Alors oui, effectivement, ça a été de trouver des intervenants puisque les maires ont des grosses occupations, hein, des journées qui sont quand même relativement bien chargées. Alors dans la série, vous allez le découvrir, il y a 3 portraits du coup de 3 maires qui sont différents. Dans l'idéal, moi j'aurais aimé avoir une femme, ce qui n'a pas été possible pour le coup dans cette série au vu du temps imparti qui m'a été donné pour la faire. Il y a des maires aussi qui ont une activité professionnelle, eux, à côté de leur mandat. Et c'était aussi difficile de pouvoir jongler avec leur activité professionnelle, leur mandat et pouvoir me recevoir aussi en mairie. Donc voilà, les difficultés, ça a été un petit peu celle-là. Après, la série s'est très très bien déroulée. J'ai trouvé 3 personnages qui sont très très intéressants et qui sont tous les 3 à 3 moments différents en fait, de leur vie politique. Et c'est ça qui est le plus intéressant. On parle beaucoup en ce moment du mal-être des maires ruraux. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, lors de ces rencontres ? Oui, effectivement. Alors, il y a un mal-être et comme une forme de ras-le-bol aussi qui est très présente. Alors, le but, bien sûr, ce n'est pas de jeter la pierre à une instance particulière, que ce soit les communautés de communes ou l'État, mais c'est aussi de poser un constat et de pouvoir se rendre compte de ce qui se fait tout simplement et de la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver. C'est pour ça aussi que dans les portraits que vous allez découvrir là cette semaine, du coup, mardi, mercredi et jeudi, si je ne me trompe pas, ce sont 3 maires qui sont à différentes échéances politiques de leur vie. J'en dirai pas plus, mais du coup, c'est très intéressant à travers le regard de voir à quel moment de leur vie politique, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir à différents moments. Merci beaucoup Clémence. Donc, merci, je le rappelle, à bientôt. À bientôt. Reviens-nous vite, on rappelle donc là, cette série qui donc débute ce mardi, mercredi, jeudi. On enchaîne avec le choix de la rédac. Je reçois Marie Prédohan.
Installez-vous. Enchanté. Bonsoir. On va parler musique, notamment avec vous. Oui. Alors, avec une amie, Rosine, vous avez créé l'association Lueur. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Le nom Lueur vient d'une idée qu'on avait d'avoir, pour le nom de l'association, un nom plutôt poétique en français. Et on travaille sur la visibilité des artistes femmes et des artistes issus des minorités dans la musique électronique. Donc Lueur, c'était cette idée de la lumière qui n'est pas forcément éclatante, mais qu'on voit au loin, qui est là, qui est bien présente, et la notion du visible et de l'invisible. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lancer cette association? L'envie, elle vient de deux choses. Elle vient d'un premier constat en tant qu'amatrice de musique électronique, qui est de devoir nous déplacer sur Genève, Lyon, Grenoble pour voir des artistes qu'on apprécie. Et on s'est dit qu'à Annecy, il y avait certainement pas mal de gens comme nous qui aimeraient pouvoir sortir un petit peu plus, écouter de musique électronique, parce qu'il n'y a pas une offre extrêmement vaste à Annecy. Donc on pense qu'il y a de quoi faire. Et puis elle vient aussi d'un engagement personnel et de questions qui nous touchent au quotidien, à savoir la question des discriminations et des inégalités. Pourquoi avoir choisi justement la musique électronique pour faire passer ce message de respect, de tolérance? Parce que pour nous, la musique électronique, elle est porteuse de ces notions d'ouverture, d'expérimentation, de liberté, de par son histoire, de par nous, notre propre expérience en tant qu'amatrice, de pouvoir danser, la question du corps, de s'exprimer, de faire la fête bien sûr, mais aussi de créer des passerelles entre différents genres musicaux. C'est le cas avec le projet de Chloé Vassilena Serafimova qu'on voit actuellement. La musique électronique, elle ouvre et elle crée des passerelles en ce moment vers des courants qui, a priori, ne sont pas faits pour se rencontrer. Elle a changé l'image de la musique électronique ces dernières années? Oui, je pense qu'elle se démocratise énormément ces 10 dernières années. On le voit avec de la musique, on va dire, plus commerciale ou mainstream, comme on pourrait dire. Mais en fait, elle se démocratise, mais elle reste aussi très militante quelque part et très underground. Est-ce qu'on peut dire que la musique électronique, elle souffre de clichés aujourd'hui, Oui, clichés négatifs, et une certaine image négative? Oui, effectivement, là, on voit encore aujourd'hui la musique électronique comme une musique de boom boom, où on va passer 6 heures devant des enceintes à danser. Alors effectivement, il y a aussi ça, il y a aussi cet esprit de la fête, mais il y a aussi tout le reste, l'exploration. Il y a beaucoup de musiciens et de musiciennes qui de plus en plus sont initialement DJ et qui en fait tendent à explorer dans la composition avec les machines, avec les ordinateurs, avec des instruments électroniques, à créer vraiment et à composer de la musique en dehors des clubs. Alors dans votre projet, la musique, elle a un rôle de lien social. Absolument. Alors vous proposez deux événements qui vont dans ce sens. Un concert le 20 mars au Conservatoire d'Annecy avec une rencontre entre l'électronique et l'acoustique dont vous venez de parler. Oui. On va regarder si c'est possible un petit extrait Ouais. et on en discute juste après. Le rendu est pas mal du tout. Comment vous avez l'idée d'associer acoustique, Alors, électronique? c'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est une émission qui existe, qui s'appelle Variation, qui est diffusée sur Culture Box et qui depuis plusieurs saisons maintenant fait se rencontrer des artistes, on va dire issus plutôt des musiques classiques, pianistes, harpistes, marimbis dans ce cas-là, et des musiciens et des musiciennes de la musique électronique. En l'occurrence ici c'est Chloé et Vassilena Serafimova. Et en fait, la rencontre lors de cette émission, visiblement, s'est très bien passée entre elles deux. Et elles ont décidé de poursuivre le projet et de le présenter en tournée autour du projet qui s'appelle Sequenza Live, et dans lequel elles improvisent. Elles reprennent aussi certains titres de Chloé. Et on pensait que c'était plutôt très intéressant et enthousiasmant de les inviter à Annecy. Un mot justement sur Chloé. Mais Chloé, c'est une DJ française, mais qui est aussi compositrice et qui fait ses propres albums maintenant depuis un certain nombre d'années. Et c'est une figure pour les amateurs et les amatrices de musique électronique. C'est vraiment une figure, presque une légende dans les DJ françaises, qui a beaucoup œuvré sur la scène parisienne dans les années 90-2000. Et c'est plutôt un honneur de pouvoir la voir jouer à Annecy
cette semaine. Et puis deuxième rendez-vous, donc ça sera le 22. Cette fois-ci, direction le Brise-Glace avec une soirée clubbing. Absolument. Alors là, on est plus sur une soirée festive parce qu'on aime ça aussi avec des artistes locaux. Donc c'est de 21h à 3h du matin, de quoi faire un petit peu la fête au Brise-Glace, qui est notre partenaire sur ce projet, Lueur Électronique. Voilà, il y aura Javadib, qui est un artiste de Chambéry, Beaumort, qui est une DJ de Genève, Chloé, et puis aussi Jimbo, qui est bien connu des nuits techno-annéciennes, puisqu'il fait partie du collectif Laissez-nous rêver, qui organise depuis 2 ans maintenant des soirées techno à Annecy. Quelles sont les prochaines actions là, que vous souhaitez mettre en place au sein de l'association notamment? Oui, notre objectif, c'est évidemment de pérenniser, par exemple, Lueur Électronique avec le Brise-Glace. C'est aussi de développer nos propres événements sous l'association Lueur avec nos propres soirées. Et puis, on est en train d'éventuellement voir si on peut ouvrir un petit peu plus large sur le territoire régional. Voilà, on vous en dira plus dans quelques temps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée. Allez, on passe au sport pour finir cette première partie d'Accès Direct. Et ce soir, je vous en prie, ce soir, focus sur une discipline méconnue en France, le netball, avec mes 2 invités. Ella Mayer, capitaine de l'équipe des moins de 17 ans de Suisse. Et Emma Connelly, vous êtes la présidente de Swiss Netball, c'est un petit peu la fédération qui régit tout. Là. Oui. Non, voilà. Première question toute simple. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne connaissent pas le netball. Qu'est-ce que c'est le netball? C'est quoi le netball? Alors, le netball, c'est un sport féminin qui oppose 2 équipes de 7. Alors, le netball, c'est très ressemblant au basket, mais on ne peut pas dribbler la balle, on ne peut pas marcher. Du coup, on doit juste se faire des passes très rapides. On a 3 secondes avec la balle. Et les joueuses, elles ont une zone attribuée. Et du coup, il faut vraiment utiliser toutes les joueuses sur l'équipe. Comment vous êtes arrivée, vous, au netball? Alors, ma mère, elle faisait du netball quand elle était petite, en Afrique du Sud. Du coup, et quand elle a vu qu'il y avait en Suisse, elle m'a incité à faire. C'est un sport qui connaît un certain développement en Suisse. Emma, comment on peut l'expliquer? C'est en fait, il y a 10 ans maintenant, on a créé Swiss Netball. Et on a commencé le premier tournoi avec 2 équipes à Genève. Et après ça, petit à petit, les autres clubs, ils sont venus. Et maintenant, les écoles, ils jouent à l'école. Nous, le Swiss Netball, on a commencé en septembre cette année à faire les cours dans les écoles publiques primaires. Donc le netball est enseigné à l'école? Oui, maintenant, oui, on a commencé avec 4 écoles. C'est bien passé, c'est bien fait. Et puis j'espère que les autres écoles, il va se faire ça aussi. Alors, le club, vous faites partie du club de Meignier, c'est bien ça? Oui, donc un des clubs piliers, un des clubs pionniers de la discipline en Suisse, notamment chez les jeunes, puisque 6 joueuses du club de Meignier ont remporté le challenge européen des moins de 17 ans, donc avec vous et vos coéquipières. Déjà, une question, voilà, en tant que capitaine sportive, qu'est-ce que ça représente, le fait de remporter un titre comme celui-ci avec son équipe nationale? Ça me rend très très fière et c'est super de voir que tant d'heures d'entraînement et de détermination, ça paye. Et c'est vraiment super pour Swiss Netball de maintenant aller dans la catégorie A. Au-dessus. Et jouer contre l'Angleterre. C'est vraiment. Quelle est la référence, l'Angleterre? Une des références? Oui. Ils sont magnifiques, Angleterre. Ils sont forts. En tant que présidente de Swiss Netball, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui représente ce titre? Chez les moins de 17 ans, c'est important de commencer à la base, à la formation, les jeunes? Absolument. Je pense que les joueuses qui dans cette équipe maintenant sont les heroes pour les jeunes qui viennent. Ils voient Ella, par exemple, ils disent oh, oui, Ella, je veux son signature, autographe, je veux ça, je veux jouer comme Ella. Et les autres dans les équipes aussi, les autres jeunes dans les autres clubs. Il dit ah oui, je veux jouer comme elle. Et c'est vraiment magnifique pour les jeunes qui viennent maintenant pour voir la progression. Vous avez, si je ne dis pas de bêtises, la compétition s'est bien passée avec que des victoires? Que des victoires. Oui, que des victoires. Que Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette compétition? Vous avez vraiment l'impression d'être au-dessus de votre équipe? Alors non, pas tout le temps. Non, vraiment pas. C'était vraiment beaucoup de pression tout au long du tournoi. Et on a dû vraiment se donner à fond et vraiment de la bonne compétition. Ouais. Ella l'a dit tout à l'heure, le netball c'est un sport qui est presque exclusivement féminin. Oui. C'est un sport équipe féminin.
pour le moment. Ça va rester. Ouais. Ouais. C'est un souhait, ça reste un Oui, souhait. oui. En France, est-ce que vous savez si Oui, ça commence un petit peu à... Oui, il y a les clubs en France, il y a les grands clubs à Toulouse et aussi à Paris et ici dans la frontière à Chamonix, les clubs aussi. Ouais, justement, j'allais vous demander, vous, avec la proximité avec la France, vous essayez peut-être de développer hors des frontières la discipline? Oui, on a une bonne relation avec un club à Chamonix et on joue ensemble et essaye de comment faire les courses. On vit ici, on fait les courses avec eux. Et en Allemagne aussi, il y a le club à Berlin, qu'on a un bon contact avec eux pour aider, pour développer. Parce que pour le moment, il n'y a pas, comme les Swiss Netball, il n'y a pas le Netball Deutschland ou Netball France. Il n'y a pas ça encore. Alors on tient les autres pour dire, allez, fais une création, fais ça. J'imagine, et là, l'objectif, c'est de continuer le plus longtemps possible. Oui. Moins de 17 ans, de continuer chez les plus grandes pour la suite. Oui. Oui, exactement. Bientôt, il y a des sélections pour les moins de 19. Donc, je vais les faire et j'espère vraiment qu'il y aura plus. Mais oui, comme c'est très de développement, on ne sait pas encore s'il y a assez, mais il faut vraiment pousser pour que tout le monde se motive et qu'il fasse. Au niveau du club de Meignier, vous arrivez à rameuter du monde, à rassembler un petit peu? Oui, quelques-unes, ouais. Oui. C'est un sport qui est méconnu, mais qui demande qu'à se développer encore plus, on a l'impression. Oui, ça commence maintenant. C'est vraiment, j'espère qu'on a gagné maintenant. Ça va faire un grand fleur. Ça va vraiment ouvrir les autres parties de fleurs. Et puis, aller là, les autres clubs qui va faire. On joue ici encore à Zurich, à Zug. Il y a les clubs là-bas. Alors, c'est vraiment en Suisse qu'on joue le netball. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette discipline, Ayla? Alors, moi, j'aime beaucoup l'aspect d'équipe. J'aime beaucoup. Avant, je jouais au tennis, mais c'était très solo. Donc, j'aime beaucoup l'aspect équipe et ouais, de bouger. Et ouais, j'aime beaucoup le sport. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. On est ravis, en tout cas, d'avoir pu mettre en lumière la discipline et le sport. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, j'accueille... Ah non, j'ai pas fini, on n'a pas fini avec le sport. Je vous propose de voir quelques images de la pierre à menthe. Vous avez pu peut-être suivre un live sur notre page Facebook ce dimanche pour la 4e et dernière étape, avec beaucoup de monde sur les pentes du col de la Forclaz. Au niveau résultat, les Français Didier Blanc et Valentin Favre s'imposent sur cette édition 2019 devant les Italiens Filippo Barragioli et William Bofelli. Chez les femmes, triomphe de Séverine Poncombe, la Suissesse, et Laetitia Roux qui ont remporté les 4 étapes. 8e victoire d'ailleurs pour Laetitia Roux sur cette pierre à menthe. Reportage complet à suivre dans quelques minutes sur notre journal. Et puis toujours en ski alpinisme, à noter la victoire d'Axel Mollare qui a été sacrée championne du monde ce week-end. Un mot de biathlon avec la fin des championnats du monde de biathlon du côté d'Östersund en Suède, avec la France qui termine bien cette compétition grâce à un Morzinois, Antonin Guigona, qui remporte la 2e place, la médaille d'argent sur la Mastart. Martin Fourcade lui a terminé 24e et gros échec sur cette compétition pour le champion olympique. Il a d'ailleurs décidé de mettre un terme à sa saison. Et puis en ski alpin, les finales de la Coupe du Monde ont eu lieu ce week-end du côté de Zolde en Andorre. Et les Français ont brillé puisque Alexis Pinturault a remporté le géant, une victoire qui lui permet de terminer 2e du classement général derrière Marcel Hirscher. Et Clément Noël a remporté sa 3e victoire de la saison sur le slalom. C'est fini pour les sports. J'accueille à présent Victoria pour le rappel des titres. Alors Victoria, on vient de le dire, on va parler de la pierre à menthe. De la 34e édition que tu as suivie, Sébastien, pour cette dernière étape ce samedi. On reviendra sur les belles performances des Français. Et puis une première mondiale, made in Haute-Savoie. À Annecy-le-Vieux, les ateliers Lazarette ont créé la première moto volante. Elle roule et elle vole. C'est un prototype et Jean-Paul Crispy nous en dira plus. Merci Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. Ne zappez pas, à tout de suite.